Merci Monsieur le Président. Merci aussi aux organisateurs de ce colloque, Madame Salé, pour la parfaite organisation logistique. À Monsieur, dont j'ignore le nom, mais qui a mis à disposition un ordinateur et qui a donc permis que ce PowerPoint n'ait pas été réalisé toute la journée d'hier pour rien. Je me suis donc permis de faire un PowerPoint, puisque Étienne Vergès n'étant pas là, je n'avais pas à souffrir de la comparaison. Et merci bien sûr au professeur Leroy et à Delphine pour l'amitié qu'ils m'ont fait de m'inviter à intervenir sur ce thème qui semble en apparence très classique, mais qui recèle de questions passionnantes, distinction, culpabilité et imputabilité. Un sujet classique, c'est vrai, à tel point que l'on se posait la question de la distinction entre culpabilité et imputabilité pourrait surprendre, tant il semble entendu que l'une et l'autre sont nécessaires pour engager la responsabilité de l'auteur de l'infraction. L'équation fondamentale en la matière est connue, responsabilité égale imputabilité plus culpabilité. Alors, la relation a été théorisée depuis longtemps, notamment par Garot, par Ortolan, dont on a parlé ce matin. Et cette addition signifie qu'il ne peut y avoir de responsabilité sans culpabilité, c'est-à-dire sans les éléments matériels et moraux. Et il n'y a pas non plus de responsabilité sans imputabilité, c'est-à-dire, dans la conception traditionnelle, sans que l'auteur ait eu conscience d'agir ainsi en raison de son libre arbitre. L'équation est connue, mais au regard de l'ambition de ce colloque, n'est-il pas devenu nécessaire de rethéoriser le droit pénal, de rethéoriser l'infraction dans ses éléments constitutifs? Sans passer pour un iconoclaste, il apparaît en effet que depuis Garot et Ortolan, les évolutions du droit pénal, ne serait-ce que l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales, pourraient conduire à remettre en cause ce postulat, du moins à s'y intéresser de plus près. Et lorsque l'on s'y intéresse de plus près, il apparaît que la distinction est assez floue, ne serait-ce qu'au regard de la définition de chacun des termes. La culpabilité est définie comme la situation, c'est un état, d'une personne qui a commis une infraction, tant son élément matériel que son élément moral, soit au titre de l'intention, soit au titre de la non-intention, la faute, avec toutes ces variétés. Et coupable, celui qui enfreint en connaissance de cause une règle juridique, la faute, la culpa, est à l'évidence au cœur de la définition de la culpabilité, cela n'est pas surprenant. L'imputabilité, sujet difficile et mystérieux, selon Merle, alors le mystère, peut-être cette ambiance tamisée ici prête bien, l'imputabilité est traditionnellement présentée comme le fondement moral de la responsabilité pénale, reposant sur le discernement et le libre arbitre, c'est ce que d'ailleurs nous disait ce matin Pierre-Jérôme Delage. Il s'agit de la possibilité de mettre au compte, au débit d'une personne, une faute, car cette personne jouit d'une volonté libre et consciente. Mais il s'agit aussi, et plus généralement, de mettre à la charge de cette personne un fait, et ce, sans cette connotation, cette considération morale. Sur le premier aspect, sur cette conscience, il en reprend la culpabilité et l'acte fautif en connaissance de cause, l'imputabilité et la conscience, voire la volonté, de commettre un acte. Il apparaît ici que la conscience, dans une certaine mesure la volonté, semble participer à la fois de la définition de la culpabilité et de l'imputabilité, à tel point qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas du même objet, apprécier tout à fait l'esthétique de cette présentation. Sur le second aspect de l'imputabilité, en revanche, sur cette possibilité de mettre à la charge d'une personne un fait, la distinction paraît plus ferme, en ce que l'on ne retrouve plus cet élément commun aux deux définitions, cette conscience et dans une certaine mesure la volonté. L'on retrouve ici, dans ces deux aspects, la distinction entre imputabilité subjective et imputabilité objective. On parle encore d'imputation, mais je suis sur ce point le professeur Rousseau. Je préfère assimiler ces termes, la différence entre l'état et l'action, mais pour l'imputabilité objective, il s'agit bien d'imputabilité. Levasseur, déjà, dans un colloque de la FDP à Nantes, soulignait ce double aspect de l'imputabilité, morale et subjective pour l'une, matérielle et objective pour l'autre. Alors sans doute, ce double aspect fait du concept d'imputabilité l'un des concepts les plus flous, mais quoique, et les plus controversés du droit pénal français, selon les pros du professeur Otteneuf, me voilà bien embarqué. Il est vrai d'ailleurs qu'il est surprenant que l'on puisse réunir sous un même label imputabilité deux dynamiques aussi différentes, à la fois l'imputabilité objective et l'imputabilité subjective. La question peut se poser. Alors à l'évidence, le concept d'imputabilité est flou du fait de ce double aspect, et pour ce qui nous intéresse, la distinction est également floue. Alors pour y réfléchir, il est important d'abord de revenir sur les relations qui existent entre l'imputabilité et la culpabilité, avant de voir la distinction et peut-être les ruptures que suppose la rethéorisation envisagée. Alors s'agissant en premier lieu des relations qu'entretiennent la culpabilité et l'imputabilité, avant de voir la distinction, on peut, sans grande surprise, envisager successivement l'imputabilité
subjective, la conception traditionnelle, et l'imputabilité objective, cette conception plus nouvelle. Alors, concernant d'abord l'imputabilité subjective et ses rapports avec la culpabilité, la distinction entre imputabilité et culpabilité paraît être chronologique. La culpabilité est donc l'état de celui qui a commis une faute, alors que l'imputabilité est la possibilité d'attribuer cette faute à un individu. Présenté ainsi, et c'est d'ailleurs l'ordre du Code pénal, la culpabilité suppose la détermination de la faute avant de voir s'il est possible d'attribuer cette faute pour entraîner la responsabilité. La distinction serait donc chronologique, même si, intellectuellement, il est difficile de déterminer la faute sans l'imputer dans le même temps. Mais sur cette chronologie, il apparaît pour certains que l'imputabilité est un état qui précède la culpabilité. La chronologie devrait être inversée car la culpabilité suppose acquise l'imputabilité. Dès lors que l'imputabilité est admise, alors la faute est possible. Et cette chronologie semble déjà se retrouver chez Ortolan, qui observait à propos de l'intention que la faute consiste à avoir fait un mauvais usage de sa raison et de sa liberté. Il faut donc qu'il y ait raison et liberté avant de voir s'il y a eu un mauvais usage. S'il en suit cette autre chronologie, l'imputabilité suppose que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, ce qu'il faut démontrer avant de voir si cette volonté est fautive. Présenté ainsi, il semblerait alors que l'imputabilité aurait un champ d'application plus large. Plus large car il y aurait des comportements imputables, volontaires, conscients, avant qu'ils soient fautifs. Et l'on peut présenter cela de la façon suivante. Le champ d'application de l'imputabilité subjective, cette conscience, ce libre arbitre dont on nous parlait ce matin, est plus large que celui de la culpabilité. Plus encore, puisqu'il ne peut y avoir de culpabilité sans imputabilité, car il ne peut y avoir de faute de l'auteur que s'il a agi avec conscience et volonté, l'imputabilité serait même une condition de la culpabilité, une condition préalable. Inutile de rechercher si la personne dont le discernement a été aboli a voulu commettre l'acte, puisqu'elle a été privée de son discernement. Il ne peut y avoir de faute que si l'auteur avait conscience d'agir de telle sorte que l'élément moral, l'un des éléments de la culpabilité, implique préalablement la démonstration de l'imputabilité, du moins de l'imputabilité subjective, bien sûr. Il ne peut y avoir faute que s'il y a imputabilité. La faute punissable serait alors une variété du comportement imputable à l'auteur, comportement imputable qui n'est pas toujours fautif. Ainsi, la culpabilité serait alors un sous-ensemble de l'imputabilité, ce que l'on peut représenter ainsi. La culpabilité appartient de toute façon à un sous-ensemble de l'imputabilité subjective. Si l'imputabilité est la condition, l'imputabilité subjective est la condition de la culpabilité, si cette culpabilité n'est qu'un sous-ensemble plus réduit de l'imputabilité, alors la preuve de la culpabilité entraînerait en quelque sorte, ipso facto, la preuve de l'imputabilité. Puisqu'il y a eu une faute commise, cela suppose au préalable que le comportement soit commis par une personne disposant de son libre arbitre. On retrouve alors la question que posait le professeur Jacques-Henri Robert, qui se demandait à quoi sert l'imputation, l'imputabilité pour notre sujet, puisque la plupart des questions de droit pénal peuvent être résolues sans cela. Si la démonstration de la culpabilité de l'élément moral implique donc la démonstration de l'imputabilité subjective, si la faute ne peut exister que s'il y a conscience, alors la démonstration de la culpabilité suffit pour entraîner la responsabilité. De telle sorte que, si on pousse le raisonnement à l'extrême, la culpabilité équivaudrait en quelque sorte à la responsabilité. Alors, cela ne signifie pas pour autant que l'imputabilité n'existe pas ou qu'elle n'a aucun intérêt. Cela signifie qu'il y aurait une chronologie qui est d'ailleurs reconnue par la doctrine, Cédric nous en a parlé ce matin, son influence, mais pour l'instant seulement théorique, chronologie qui est masquée par la présentation initiale sous forme d'équation. Pour être plus exact, l'équation devrait peut-être être la suivante. La responsabilité est égale à la culpabilité, laquelle est un sous-ensemble de l'imputabilité. Et on retrouve ici une grande différence vis-à-vis du droit civil où la responsabilité ne nécessite pas systématiquement la faute civile dans son élément subjectif. La responsabilité peut se satisfaire d'une simple imputabilité. Bon. Cette nouvelle présentation suffit-elle à résoudre toutes les difficultés, à rethéoriser la distinction culpabilité-imputabilité en démontrant rapidement que la première n'est peut-être qu'un sous-ensemble de la seconde ? Évidemment non, car il ne faut pas oublier que l'imputabilité a aussi un versant plus objectif que certains distinguent en parlant d'imputation. S'agissant de l'imputation, de cette imputabilité objective, la question, cette fois, n'est pas soluble dans celle de la culpabilité, tant il apparaît que dans certaines hypothèses, la responsabilité est retenue
alors que la culpabilité semble faire défaut, du moins, elle présente une certaine particularité. La première de ces hypothèses, c'est la responsabilité du dirigeant. Sans se poser la question de savoir s'il s'agit d'une responsabilité du fait d'autrui, je laisse cette question à Stéphane Détraz, il convient toutefois de remarquer que la responsabilité du dirigeant peut être engagée alors même que la faute commise n'est pas celle exigée par le texte d'incrimination. L'exemple et le raisonnement est connu. Pour le reprendre simplement, il y a un défaut de surveillance du dirigeant qui a permis la commission d'une infraction, une escroquerie par exemple, par l'un de ses subordonnés. Il y a une faute d'omission pour une infraction de commission. Un défaut de surveillance qui est d'ailleurs présumé et qui permet d'engager la responsabilité du dirigeant, et ce depuis la référent. Pourquoi? On le sait, car en raison du défaut de surveillance, en raison de l'abstention fautive du contrôle dans l'activité d'autrui, l'infraction est imputable au dirigeant. Mais il convient toutefois de remarquer que dans notre exemple, pour y revenir, sur le terrain de la culpabilité, le dirigeant n'a pas, pour une escroquerie, commis les manœuvres frauduleuses lui-même, ni même voulu qu'elles soient commises. Il y a certes, il y a une faute, une culpa, mais elle ne correspond pas à celle exigée par le texte d'incrimination. En revanche, elle explique qu'on mette à la charge l'infraction, on mette à la charge du dirigeant l'infraction commise par son subordonné. Si l'on reprend notre réflexion et notre équation, l'imputabilité objective est cette fois vecteur de responsabilité. La faute commise, le défaut de surveillance est la condition, le préalable à l'imputabilité. Alors que tout à l'heure, l'imputabilité subjective était une condition préalable de la culpabilité, il ne pouvait y avoir faute que s'il y avait imputabilité subjective, cette fois, la culpabilité, la faute, est la condition de l'imputabilité objective. Il ne peut y avoir imputabilité et donc responsabilité que s'il y a un défaut de surveillance, présumé, une faute, qui se déduit de l'infraction. On retrouve un nouveau rapport chronologique qui peut facilement se présenter ainsi. La culpabilité est préalable à l'imputabilité objective s'agissant du dirigeant. Et de nouveau, si on pousse le raisonnement à l'extrême, il apparaît alors que dans cette hypothèse, l'imputabilité objective équivaut à la responsabilité. Plus exactement, dans cette hypothèse, l'imputabilité est une conséquence de la culpabilité et entraîne la responsabilité. Première hypothèse, donc on le voit, renouvelle la perception qu'on peut avoir des rapports entre culpabilité et imputabilité. La seconde hypothèse est celle de la responsabilité pénale de la personne morale, et je suis ravi finalement que le doyen Saint-Paul doive prendre son train, non pas pour le quitter, mais parce qu'il est intervenu avant moi, et donc je me renvoie à un certain nombre de questions à ces brillantes réflexions. Alors, à défaut de volonté propre, simplement, la faute reprochée à la personne morale n'est autre que la faute commise par la personne physique, et la jurisprudence l'a bien compris, puisqu'elle n'exige pas une faute distincte à la charge de la personne morale. S'il y a faute, elle n'est donc pas commise par la personne morale, c'est une responsabilité indirecte, mais lui est imputée en vertu de l'article 121.2. La faute de la personne physique permet d'engager la responsabilité de la personne morale, de telle sorte que pour certains, et notamment pour le professeur Dreyer, on a transformé une responsabilité par représentation en responsabilité du fait d'autrui. Bon. Au-delà de cette question, on constate pour ce qui nous intéresse que la seule imputabilité objective suffit à entraîner la responsabilité de la personne morale sans qu'il soit nécessaire, ni même possible, de prouver la faute de la personne morale. Il est tout de même nécessaire d'étudier la faute de la personne physique, de vérifier, puisque la jurisprudence nous le rappelle, qu'il s'agit d'un organe ou d'un représentant, pour ne pas présumer l'imputabilité. L'important, vous le disiez, c'est le critère, c'est le rattachement, et cette fois, la responsabilité, le critère, est retenu en raison de l'imputabilité objective, sans culpabilité de la personne dont la responsabilité est retenue, ce qui se présente de la façon suivante. La responsabilité de la personne morale suppose l'imputabilité objective, mais pas la culpabilité de la personne morale. On voit ici que la distinction entre culpabilité et imputabilité est beaucoup plus affermée, alors que dans la première hypothèse sur l'imputabilité subjective, elle se confondait. Cette fois, elle se distingue, ce qui conduit d'ailleurs, pour les distinguer, à parler d'imputation. Ces premières hypothèses révèlent ainsi que les différentes relations qu'entretiennent l'imputabilité et la culpabilité sont bien plus complexes que ce que l'équation initiale le laissait entendre. En reprenant les hypothèses présentées, il est possible de résumer le triptyque relatif à l'engagement de la responsabilité par le système suivant. Je me suis dit, donne tout, hein. À défaut d'être intelligible, ça aura au moins l'air intelligent. La responsabilité des personnes physiques, sauf le dirigeant, c'est la première hypothèse, suppose la culpabilité laquelle n'est qu'un sous-ensemble de l'imputabilité subjective. La responsabilité du dirigeant
Elle suppose l'imputabilité objective qui est une conséquence de la culpabilité, de la faute commise, mais qui ne correspond pas à celle exigée par le texte d'incrimination, alors que la responsabilité de la personne morale se satisfait seulement de l'imputabilité objective, sans qu'il soit nécessaire, et sans qu'il soit même possible dans certains cas, de rapporter la preuve de sa culpabilité. Ce système étant posé, il pose la question de sa complexité, et alors de sa possible simplification, car ainsi présenté, il renvoie à une casuistique assez peu intéressante et assez peu pertinente lorsqu'il s'agit de rethéoriser la distinction entre culpabilité et imputabilité. C'est pourquoi il peut être utile de reprendre ces hypothèses pour rompre avec la distinction originelle et préférer peut-être des distinctions plus opportunes pour rethéoriser les éléments constitutifs de l'infraction. Alors s'agissant de cette rupture en second lieu, pour revenir sur la question posée, à savoir la distinction culpabilité-imputabilité, il est possible de dépasser peut-être ces relations établies. Cette opération, ce dépassement, suppose d'abord de rejeter l'équation originelle, qui résiste, on le verra, pour peut-être essayer de renouveler la distinction. Alors, s'agissant d'abord de l'équation d'origine et de son rejet, il a été vu qu'on devait sans doute lui préférer un système d'équations plus représentatif de la diversité des situations. Pour dépasser la complexité de ce système, il est possible de réunir ces propositions en une seule équation qui se présenterait ainsi. La responsabilité est égale à la fois à chacune des hypothèses, vous le devinez, il n'est pas certain qu'on ait vraiment gagné en simplicité. Pour simplifier plus encore cette formule, on peut peut-être essayer de s'en tenir à la distinction observée et rappelée entre l'imputabilité subjective et l'imputabilité objective. Réunissons les deux dernières propositions. La culpabilité subjective dans son rapport dans la première parenthèse et l'imputabilité objective et ces deux rapports avec la culpabilité. On gagne un petit peu, mais ce n'est pas encore ça. Peut-on encore simplifier? Peut-être. S'agissant de l'imputabilité subjective, on a pu voir que la culpabilité n'était qu'un sous-ensemble de l'imputabilité subjective. De telle sorte que, certes, c'est un sous-ensemble, mais l'une et l'autre se retrouvent lors de l'engagement de la responsabilité. Il ne peut y avoir de culpabilité sans imputabilité, mais les deux sont bien présents, de telle sorte que la proposition suivante n'est pas fausse, même si l'un va avec l'autre, après tout, on peut les présenter ainsi. S'agissant de l'imputabilité objective de l'infraction au dirigeant, premier exemple, on a pu voir que l'imputabilité était la conséquence de la culpabilité, de la faute commise, de telle sorte qu'une fois encore, l'une et l'autre se retrouvent. Cette deuxième de responsabilité du dirigeant suppose la culpabilité et l'imputabilité objective, avec cette particularité de la culpabilité. Alors certes, la faute n'est pas celle exigée par le texte, mais il existe une faute. S'agissant enfin de l'imputabilité objective de l'infraction à la personne morale, la faute est commise, mais par la personne physique. Mais elle n'en existe pas moins. Elle est la condition de l'imputabilité de l'infraction à la personne morale. Je le disais, c'est une responsabilité indirecte, mais il y a tout de même une faute de la personne physique qui ne permet pas toujours d'engager sa propre responsabilité. Mais toujours est-il que l'imputabilité objective et la faute, la culpabilité de la personne physique se retrouve encore lors de l'engagement de la responsabilité, de telle sorte que cette troisième proposition n'est pas fausse. La responsabilité de la personne morale suppose la culpabilité de la personne physique, avec, évidemment, c'est simpliste, toutes les questions de savoir ce qu'il faut ou pas l'identifier, plus l'imputabilité objective, et c'est l'article 121.2. On retrouve alors notre système, la responsabilité de la personne physique égale à la culpabilité plus imputabilité subjective, celle du dirigeant, la culpabilité avec cette particularité plus imputabilité objective, et enfin celle de la personne morale suppose la faute de la personne physique, l'infraction commise par la personne physique, et pour son compte, c'est l'imputabilité objective. Face à ce système, on constate que dans chaque hypothèse, dans chaque équation, l'imputabilité et la culpabilité coexistent, quoique leur rapport, quoique leur consistance soit différent. Tantôt la première découle de la seconde, tantôt elle en est la condition. D'autres particularités tiennent bien sûr à la faute, qui est le plus souvent la faute de la personne dont la responsabilité est engagée, mais s'agissant des personnes morales, il s'agit de l'infraction commise par la personne physique, organe représentant, et s'agissant du dirigeant, c'est une faute qui ne correspond pas au texte d'incrimination. Mais il n'en demeure pas moins que les deux se retrouvent, de telle sorte que la responsabilité est égale à la culpabilité de l'agent, du représentant, et l'imputabilité subjective, objective selon les hypothèses. Bref, en d'autres termes, la responsabilité est égale à l'imputabilité plus la culpabilité. On retrouve l'équation originale, tout ça pour ça. On voulait la rejeter, elle revient, elle résiste. Vous voyez toute la déception peut-être dans les trois petits points qui terminent cette équation. Elle revient, ce constat est-il rassurant ou décevant ? Alors de prime abord, on pourrait être satisfait de ce que l'hypothèse de départ, cette équation originelle, soit valable.
Mais à bien y regarder, ma démonstration, j'en ai conscience, procède d'une généralisation, d'une simplification d'un système qui finalement peine à restituer toute la complexité, la diversité des situations. Peut-être est-il plus intéressant de dépasser ce constat et ce système pour rejeter de nouveau l'équation originelle et alors renouveler la distinction. Concernant ce renouveau de la distinction, pour dépasser l'imputabilité, la culpabilité, il convient de remarquer en effet que généralisée, ou plutôt généralisante, cette présentation sous forme d'équation ne permet pas de distinguer entre l'imputabilité subjective et l'imputabilité objective. Alors peut-être, c'est sur cette distinction qu'il faut revenir. Peut-être le rôle de la doctrine, je ne sais pas si je vais vous convaincre, mais j'essaierai d'être convaincant. Pour la dépasser, on observe que, selon qu'il s'agit de la première ou de la seconde, le rapport entretenu avec la culpabilité est très différent, ne serait-ce que d'un point de vue chronologique. Rappelons-le pour beaucoup, l'imputabilité subjective est un préalable, une condition devant être remplie avant de vérifier la commission des faits et de rechercher la faute. A l'inverse, l'imputabilité objective intervient plus en aval. Une fois l'infraction constatée dans sa matérialité, voire en intégralité lorsqu'elle est commise par un organe représentant, pour ensuite pouvoir reprocher cette infraction à une personne morale, par exemple. Alors, ne convient-il pas alors de dépasser cette équation générale, originelle, pour essayer de saisir tout l'intérêt des rapports entre imputabilité et culpabilité? Présenter ainsi, la réponse semble devoir être positive, mais cela suppose d'acter l'impossible réunion de l'imputabilité subjective et de l'imputabilité objective au sein d'une même logique. L'imputabilité ne peut être la réunion de ces deux éléments, ces deux aspects, sous peine d'être généralisante et donc peu pertinente. À dire vrai, cette impossibilité, cette impossible réunion procède sans doute de la délicate distinction entre imputabilité subjective et culpabilité. Mais plus encore que cette question, s'agissant des composantes de l'imputabilité, on peut se poser, avec d'autres d'ailleurs, la question de savoir si l'exigence du discernement procède-t-elle de la possibilité de mettre une infraction au débit de l'auteur et de lui reprocher? À bien y regarder, l'exigence se situe peut-être trop en amont cette fois, en ce que cette exigence est nécessairement posée pour toute infraction, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'infraction en cause. C'est donc pas tant l'infraction en cause qui est imputable, comme elle peut l'être à un dirigeant, mais une infraction qui peut être imputable. Et on retrouve ici l'idée d'imputabilité à l'agent, plus que l'imputabilité de l'infraction, selon la distinction proposée par le professeur Rousseau. La distinction est séduisante, mais l'idée de capacité pénale qui avait pu être avancée, dont tu parlais tout à l'heure, et depuis longtemps et encore récemment, cette idée peut être préférable. Si on fait un saut hors du droit pénal, on voit que l'on s'intéresse à la capacité du contractant avant de voir le contenu du contrat. De la même façon, on s'intéresserait à la capacité du délinquant sans considération pour l'infraction. Bon, je passe rapidement, on m'excuse, une présentation trop rapide d'une réflexion très stimulante à laquelle je renvoie. En rethéorisant l'infraction, en préférant l'imputabilité, la capacité pénale à l'imputabilité subjective comme une condition préalable, l'imputabilité subjective est rejetée du champ de l'imputabilité, elle n'y appartient plus, de telle sorte que l'imputabilité n'est que l'imputabilité objective. Alors, de ce point de vue, ainsi simplifié, la distinction entre imputabilité et culpabilité, les rapports semblent être beaucoup plus riches, mieux distingués. L'imputabilité est exigée par la loi, ou lorsque la culpabilité fait défaut. Et c'est ce qui était intéressant. Dans ces hypothèses, on voit en effet que, parce que la faute commise par le dirigeant ne correspond pas à celle prévue par le texte d'incrimination, il est nécessaire de recourir à l'imputabilité. Plus encore, parce que la personne morale n'a pas commis de faute, parce qu'on n'a pas de culpabilité de la personne morale, il est encore plus nécessaire de recourir à l'imputabilité. On se rappelle l'équation, il n'y a pas de culpabilité. À dire vrai, la question peut se poser de savoir s'il est nécessaire de rechercher l'imputabilité subjective, de rechercher une imputabilité objective plutôt, lorsqu'il ne s'agit pas d'une personne morale ou d'un dirigeant, lorsque la culpabilité est établie. Une fois que l'on a prouvé la matérialité, l'intentionnalité de l'agent pour une infraction intentionnelle, faut-il encore imputer? Est-il encore possible d'imputer? Moi, j'ai du mal à concevoir que l'on puisse avoir une personne capable, une capacité pénale, une matérialité, une intentionnalité, par exemple, et pas d'imputabilité. Bon, reste que, pour reprendre, plus que la question de la distinction entre culpabilité et imputabilité, la question qui se pose est celle des rapports, plus que la distinction entre imputabilité et culpabilité, en revenant à une distinction entre imputabilité subjective et imputabilité subjective. La première, l'imputabilité subjective pourrait se résumer à l'exigence de capacité pénale,
comme une condition préalable, et elle est en quelque sorte, ainsi distinguée, rejetée hors du champ de l'imputabilité, mais c'est un rejet plus terminologique. La seconde, l'imputabilité objective, est un mécanisme qui permet de reprocher l'infraction à celui qui n'en a pas commis les éléments matériels et moraux, à celui qui n'a pas commis la faute exigée par le texte. Il s'agit alors d'un rapport chronologique, la capacité précède l'imputabilité ou la culpabilité, et dans un second temps, d'un rapport associatif. La responsabilité suppose la capacité d'abord, et ensuite la culpabilité et ou l'imputabilité, les deux permettant de retenir la responsabilité. C'est lorsque la culpabilité fait défaut, l'imputabilité prend le relais. Voilà pour une proposition, une simple proposition, encore une fois, qui j'espère ne rajoute pas du flou au concept, mais qui essaie de répondre à cette question de la rethéorisation. Je vous remercie.